Vous allez partir, c'est en présentiel. Alors, oui, bah, normalement, c'est présentiel, oui. Ah, d'accord. Hmm. Quelque chose qu'on ne va pas retrouver très fréquemment dans le monde de la toxicologie. D'accord. Alors, en général, le pays producteur de priorité, c'est la Chine. D'accord. En 2010, l'estimation mondiale de production a révélé qu'il y a eu 167 kilotonnes et que c'est la Chine qui a produit 90% de cette quantité, suivi de la Bolivie, de la Russie et de l'Afrique du Sud. Donc, ce sont les pays producteurs d'antimoine. Par contre, d'autres pays vont nous produire l'antimoine, mais ça va être l'antimoine recyclé. Recyclé à partir des batteries au plomb déjà utilisées. Donc, ça sera la Belgique, les États-Unis d'Amérique et la France et le Japon. Donc, dans ces pays-là, vous allez trouver de l'antimoine recyclé. Dans les autres, vous allez trouver l'antimoine comme étant un matériau primaire, donc des fonderies d'antimoine. Cet antimoine, c'est un métalloïde, donc c'est une roche qui est plutôt métallique, qui est blanc argenté et qui présente un reflet bleuâtre. Donc bleu argenté avec un reflet bleuâtre. Il est mauvais conducteur de la chaleur et de l'électricité. Donc le fait d'être mauvais conducteur de la chaleur va lui donner certaines caractéristiques qui vont permettre certaines utilisations qu'on verra tout à l'heure. Il va être mauvais conducteur de l'électricité, donc on va pouvoir l'utiliser dans certaines industries où il nous permettra justement d'éviter ce risque électrique. Le principal minerai de cet antimoine, c'est le trisulfure d'antimoine. Docteur Rihani. Bonjour, docteur Rihani. Voilà. Donc, le principal minerai, c'est la stibine, c'est le trisulfure d'antimoine. C'est le S. Alors, antimoine, Désolée, docteur. identifié par... Est-ce que vous pouvez nous envoyer le cours? C'était Gersha. Docteur Tigarsha, vous êtes de Tizi? Non, je suis de CHU Mustafa. Ah, ok. Docteur Chibini, tu ne lui as Oui. pas envoyé à elle. Il est dans le J'ai groupe rien maintenant. reçu de votre part. Oh là là, je l'ai envoyé. Regarde dans ton mail. Normalement, non. Non, pour l'instant, non. Il n'y a que l'invitation. Attends, je t'envoie tout de suite. Je l'ai envoyé ce matin, avant de commencer. Je vais réenvoyer Ce tout de suite. matin? Tout de suite. Oui, j'ai envoyé ce matin le cours. Non. Non, t'as rien Non, reçu? non. Alors, tout de suite, je te l'envoie. D'accord. Pourtant, je l'ai envoyé. Hein. C'est que c'est un antimoine. Et... Peut-être que... Pourtant, l'invitation, tu l'as reçue tout de suite. D'accord. Attends, tout de suite. Tu me dis, dès que tu le reçois, tu me dis. D'accord. Voilà. Donc, allez, on continue en même temps. On va voir. J'espère qu'il va le recevoir. C'est bon. C'est bon?
Très bien, reçu. merci. Très bien, merci. Tu le partages, Ouais, s'il te plaît. d'accord. Saha. Sur Facebook, hein. Dès que tout le monde le reçoit, vous me faites signe. Attends, je l'ai envoyé par Gmail, vous voyez là. Ah, j'ai rien retrouvé. J'ai vérifié Docatic, il n'y a rien. Malish, mais Douka, tu l'as. Oui, oui, c'est bon. Alors, téléchargé, donc publié. Maintenant. كيفاش؟ Ah, là, maintenant, c'est bon. C'est bon, Ah, oui. très bien. Ok. Ok. Très bien. Allez, on continue, Mala. Donc, c'est un mauvais conducteur de la chaleur. Ok, de l'électricité. Le principal minerai, c'est la stibine, c'est le trisulfure d'antimoine. Les principaux dérivés de l'oxyde d'antimoine, pentoxyde d'antimoine, le SP2, SB2O5. Les sulfures, tels que le pentasulfure, l'oxysulfure, le sulfate et le sesquisulfure. Et vous avez le tartrate d'ammonium, d'antimoine et de potassium. Le tartrate d'antimoine et de potassium, c'est un tartre émétique. C'est le sel double potassium et d'antimoine de l'acide tartrique. C'est un antiémétique que vous allez voir utilisé dans le traitement de certaines pathologies en médecine. Donc cet antimoine va être utilisé. Cet antimoine, on va le retrouver, on va risquer d'être exposé, au moment de l'extraction donc du minerai. Donc dans les pays où on va retrouver l'antimoine, l'extraction du minerai, son raffinage de l'antimoine va entraîner une exposition directe aux toxiques. Par contre, on risque d'être exposé quand on va travailler dans des industries où il est sous forme d'alliage, c'est-à-dire qu'il est mélangé avec d'autres métaux. Principalement, il est mélangé à l'étain, C'est au bon, il est plomb et au publié. cuivre. Il est publié, D'accord. très bien. Je continue. Vous voulez que je reprenne? On continue, s'il vous plaît. Alors, il va être principalement comme alliage du plomb à 20-30% dans la fabrication des batteries plomb. Il va être aussi mélangé avec de l'étain, donc il va être à 80% à peu près, plus étain de 10 à 20% dans la fabrication des caractères d'imprimerie tels que l'imprimerie typographie. Ce type d'imprimerie n'est actuellement pas utilisé, il a été remplacé par le procédé offset. Mais si un jour vous visitez une imprimerie ou si vous prenez en charge une imprimerie, vous allez voir l'ancienne imprimerie forme typographie, donc ce sont les lettres, les caractères de cette imprimante qui va être faite à base d'étain et d'antimoine. D'accord? On va le retrouver dans l'industrie du caoutchouc, mais dans la forme sesquisulfure ou pentasulfure, donc dans la forme sulfure d'antimoine, c'est ce qu'on va retrouver dans l'industrie du caoutchouc. Donc en métallurgie, comme alliage, je l'ai dit, du plomb pour la fabrication des batteries, mais aussi des bâtons à soudure. Dans l'industrie textile, on va le retrouver comme agent ignifuge, c'est-à-dire agent qui va réduire l'inflammabilité des matériaux combustibles, tels que dans le trioxyde d'antimoine. Donc, il va être introduit comme agent ignifuge dans l'industrie textile pour la fabrication de certains textiles, notamment des textiles qui vont être destinés à combattre le feu. Et donc, vous pensez aux pompiers,
il faut penser aussi aux fameuses couvertures avec lesquelles on va couvrir quelqu'un qui a été brûlé, donc pour éviter toute cette dissémination de feu. Il est aussi utilisé dans l'industrie textile comme agent de mordant-sage, c'est le tartrodontimoniate. C'est quoi un agent de mordant-sage? C'est un agent qui va permettre l'adjonction de substances chimiques qui va créer un pont. C'est-à-dire que cet antimoine va permettre aux fibres textiles, va permettre à l'agent colorant de pénétrer les fibres textiles en créant des réactions chimiques à type de pont chimique et donc pour que le colorant rentre dans la matière textile, dans le tissu et le tissu va être coloré. Ça va être par exemple du blanc antimoine dans le trioxyde. Ça va être aussi... Pardon. Voilà, je vais éliminer le son. Ça va être aussi à type de coloration jaune, tel que le jaune de Naples, c'est l'antimoniate de plomb. Coloration du vert de pigment pour peinture, c'est le trisulfure. Donc, essentiellement utilisé dans l'industrie textile comme agent ignifuge et comme agent de mordant-sage. Donc, les différents colorants à base d'antimoine sont trioxyde d'antimoine, c'est le blanc d'antimoine. L'antimoniate de plomb, c'est le jaune de Naples. Et pour la coloration du vert, donc pigment pour peinture des verres, c'est le trisulfure. D'accord? Dans l'industrie chimique, il est utilisé comme catalyseur et réactif. Rappelez-vous, c'est un mauvais conducteur de l'électricité. D'accord? On va l'utiliser dans la vulcanisation du caoutchouc. Donc, par exemple, dans la fabrication des pneus. Dans l'emmaillage d'ustensiles, les professions donc les plus exposées au risque d'intoxication par l'antimoine, ça va être les mineurs, donc ceux qui vont travailler dans les mines d'extraction, dans les fonderies. Il y a une faute d'orthographe, s'il vous plaît, corrigée, dans les travailleurs des fonderies, I-E-S, j'ai mis A-I-S, excusez-moi. Donc, il y a en médecine humaine et en médecine vétérinaire, donc l'antimoine est utilisé comme vermifuge chez les volailles. Donc, pour les vétérinaires qui vont travailler dans la culture ou dans la production dans les poulaillers, il est utilisé comme vermifuge. Il est utilisé dans le traitement de la leishmaniose cutanée. C'est la glucantine. C'est le traitement justement anti-émitique dans la maladie, dans la leishmaniose. D'accord? Ça s'appelle l'antimoniate de méglumine, c'est la glucantine. Et il est aussi utilisé dans le traitement de la bilharziose. Donc, on vous dit comme anti-bilharzien. Donc, il est utilisé comme traitement dans la maladie, la bilharziose. D'accord? Alors, l'antimoine, son métabolisme n'est pas très bien élucidé jusqu'à présent. Donc, il pénètre par voie digestive essentiellement, mais aussi par voie pulmonaire, à partir des vapeurs et des poussières qu'il va engendrer dans les différents procédés industriels. Il a une particularité, c'est qu'il s'élimine très vite et donc il ne s'accumule pas dans l'organisme. Ça, c'est bien, c'est-à-dire que quand on est intoxiqué, le fait d'être extrait de cette exposition va permettre son élimination rapide et donc il ne s'accumule pas. Il n'y aura pas d'effet toxique par accumulation. Donc l'intoxication chronique, c'est une intoxication qui n'est pas liée à l'accumulation. C'est une intoxication chronique par accumulation d'effets. Rappelez-vous du premier cours que vous avez fait dans l'introduction à la toxico. Donc, après absorption, il est rapidement éliminé. D'accord? Les composés trivalents sont éliminés par voie fécale
les composés pentavalents sont éliminés par voie urinaire. Pour la toxicité, donc sur le plan local, l'antimoine et certains de ces sels sont irritants pour la peau. Donc, ils vont nous donner une dermite de contact. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une dermite de contact? Vous rappelez votre cours d'externat, plus ou moins. Alors, un agent irritant, non, un agent irritant pour les voies respiratoires supérieures, ça va être un agent qui va vous donner de l'irritation. Et donc, ça va se manifester par de la toux, une toux irritative. Vous allez avoir le nez qui coule, les yeux qui vont couler, une conjonctivite. Sur la peau, ça va être une dermite de contact, donc une lésion dermatologique par irritation. D'accord? Cette irritation, cette action irritative, elle n'est pas immunologique, c'est-à-dire que je ne vais pas avoir une réaction immunitaire suite au contact avec ce toxique. Je vais avoir de l'irritation, je vais avoir un érythème. Ma lésion, ça va être une lésion érythémateuse qui va être sèche, rugueuse et fissuraire. Je ne vais pas avoir le prurite, je ne vais pas avoir les vésicules. Ce n'est pas l'eczéma. C'est une lésion irritative. C'est comme si que vous avez touché un acide. Enfin, un acide s'est déversé sur votre main. Tout de suite, ça va brûler. Ça va devenir rouge. Ça peut aller vers une brûlure jusqu'au 3e degré. D'accord? C'est ça, une lésion irritante. Cette lésion irritante, elle a une autre particularité, c'est qu'elle va s'arrêter à l'endroit du contact. Elle ne va pas se disséminer. Si j'ai eu le contact au niveau des doigts, la lésion va être au niveau des doigts. Si je l'ai eu au niveau du visage, la lésion va s'arrêter au niveau du visage. D'accord? Donc, c'est une dermite de contact. OK? Le trichlorure d'antimoine, par contre, c'est le SbCl3, au contact de certaines surfaces humides, va nous libérer de l'acide chlorhydrique. Donc, la personne qui est exposée au trichlorure d'antimoine, ce n'est pas le trichlorure en lui-même qui va être toxique chez cette personne, c'est plutôt l'acide chlorhydrique généré par le contact avec les surfaces humides. Et donc, je vais avoir des brûlures cutanées et de l'irritation pulmonaire par action de l'acide chlorhydrique. Donc, ce qui a été généré par réaction chimique. OK? Sur le plan général, donc sur le plan de la toxicité systémique, les composés trivalents sont plus toxiques que les composés pentavalents. Donc, si on vous dit que quelqu'un est exposé à l'oxyde tri-antimoine, à chaque fois que c'est trivalent, c'est beaucoup plus toxique que les composés pentavalents. D'accord? Sur le plan de l'intoxication aiguë, cette intoxication aiguë est généralement liée à une ingestion. L'ingestion, elle peut être accidentelle ou voulue, c'est-à-dire que dans un but suicidaire, par exemple. Accidentelle, c'est toujours, soit c'est accidentel, non, c'est-à-dire dans leur profession. Ça peut être accidentel, mais lié au fait de la mauvaise hygiène des mains. C'est très souvent quand on mange ou là on fume sur les lieux du travail. Et donc, on ne se lave pas les mains contiennent ce toxique et donc je vais ingérer ce toxique de façon accidentelle. C'est le même principe pour toutes les intoxications aiguës par ingestion. Le tableau par ingestion va ressembler à l'intoxication arsénicale liée à l'arsenic. Pourquoi? Vous allez avoir très souvent presque la même symptomatologie que le tableau de l'intoxication arsénicale. Donc, comme diagnostic différentiel d'une lésion par l'arsenic,
pensez à l'antimoine. C'est un diagnostic différentiel. Pour l'antimoine, l'arsenic reste un diagnostic différentiel. D'accord? Donc, par ingestion, nous allons avoir le choléra stibier. C'est un tableau d'irritation gastro-intestinale qui va se manifester par des nausées, des vomissements et de la diarrhée. Un syndrome d'irritation gastro-intestinale. Mais je peux aussi avoir des troubles du rythme cardiaque, à type de bradycardie, de fibrillation auriculaire ou de syncope d'Adams-Stokes. On peut avoir une atteinte hépatique, donc on peut avoir de l'ictère, mais on peut avoir aussi de la dégénérescence graisseuse hépatique. Donc une lésion qui va sembler être banale, mais retenez bien que toutes les dégénérescences, qu'elles soient graisseuses ou pas, sont des lésions précancéreuses. Donc l'atteinte hépatique est une atteinte très importante à prendre en considération dans ce type d'intoxication. D'ailleurs, la mort, sur le plan toxique aigu, elle peut survenir soit par défaillance circulatoire, soit par atteinte hépatique. Si j'ai une grosse dégénérescence graisseuse, je peux perdre mon travailleur à cause de cette intoxication. Donc, sur le plan de l'intoxication aiguë par ingestion, c'est le choléra stibier, c'est l'atteinte hépatique et c'est l'atteinte cardiaque. Par inhalation, donc ça va être surtout l'inhalation de vapeur d'anhydride antimonio qui peut engendrer une pneumonie chimique aiguë. Une pneumonie chimique aiguë, c'est quoi comme tableau? On a vu les pneumonies chimiques la dernière fois avec le manganèse. Donc, le tableau d'une pneumonie chimique aiguë, ça ressemble à quoi? Je vous pose la question. Le tableau de pneumonie chimique aiguë, sur le plan clinique et radiologique, ça ressemble à quoi? J'ai oublié. On a une notion du dyspnée, douleur thoracique, non? Ça ressemble à une pneumonie ordinaire. Ordinaire, oui. Tout simplement, d'accord? Vous avez les signes d'une pneumonie ordinaire. Vous avez de la dyspnée, vous avez de la toux, vous avez des râles, vous avez des images réticulonodulaires. C'est un tableau clinique et radiologique typique d'une pneumonie. Seulement, elle est d'origine chimique. Normalement, le traitement n'est pas à base d'antibiotiques. Le traitement, c'est l'extraction du patient de cet environnement toxique. Donc, je lui donne l'antidote et je le soustrais de l'environnement toxique. Et les choses vont rentrer dans l'ordre. D'accord? Donc, l'inhalation va me donner une pneumonie chimique aiguë. La pneumonie chimique aiguë, c'est une pneumonie qui ressemble sur le plan clinique et radiologique à une pneumonie bactérienne. Ahmed Boutou. Bon. Okay. C'est qui Boutou? Donc, ça ressemble à une pneumonie ordinaire sur le plan clinique et radiologique. Le traitement est essentiellement l'extraction du patient de l'environnement toxique. L'antidote, s'il existe pour ce type de toxique, sinon ce sont des moyens symptomatiques, donc ventilation, aération, hydratation, etc. On peut donner des traitements antibiotiques, mais en réalité, ils n'ont pas lieu d'être. C'est un traitement symptomatique, c'est tout. C'est la seule différence avec la pneumonie normale, bactérienne, si vous voulez. L'intoxication chronique, par contre, toujours dans le même principe, l'intoxication est encore mal précisée, puisque le mécanisme d'action en lui-même de l'antimoine n'est pas très bien élucidé jusqu'au jour d'aujourd'hui. D'accord? Pourquoi? Aussi parce que l'intoxication à l'antimoine est toujours simultanée à celle de l'arsenic. Donc, on les retrouve assez souvent ensemble. Et donc, il y a un problème d'identification, si vous voulez. On peut trouver l'arsenic et l'antimoine. Et comme on a le même tableau clinique, on ne sait plus à quoi rattacher la toxicité.
Donc, sur le plan de l'intoxication chronique, on a des troubles digestifs, un type de stomatite, irritation gastro-intestinale, troubles de l'appétit. Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit que l'action est irritative. Tout comme elle était irritative pour la peau, elle va être irritative sur le plan digestif. Elle va être irritative sur tous les organes où il y a toxicité de l'antimoine. Donc, je vais avoir une stomatite. Le premier passage de mon antimoine va passer par la bouche. Donc, je vais avoir une stomatite. Ensuite, ça va aller vers l'irritation gastro-intestinale. Donc, l'action irritante va aller jusqu'à l'organe, jusqu'à l'estomac et jusqu'à l'intestin. D'accord? Perte de l'appétit. Bien sûr, si j'ai une irritation, je vais perdre de l'appétit. Troubles nerveux, donc irritabilité, vertige, céphalée. Bonjour, vous êtes en retard, vous les deux. Docteur Boutou, c'est ça? Allô? La dernière venue, c'est docteur qui, s'il vous plaît? Alors, on peut avoir aussi des modifications hématologiques. Des modifications hématologiques telles que les leucopénies et l'éosinophilie. On va avoir une irritation des voies respiratoires supérieures. Donc, laryngite, trachéite, rhinite. On va irriter toutes les voies respiratoires supérieures. On peut aller jusqu'à la bronchite par atteinte des voies respiratoires profondes et emphysème. Je peux avoir une perforation de la cloison nasale toujours par action irritative. Je vais avoir un trouble cutané, c'est l'eczéma stibié. Tout à l'heure, je vous ai dit, c'est une lésion irritative. C'est l'irritation, c'est la dermite irritative. À la langue, quand je vais être en intoxication chronique, donc érythème sur érythème sur érythème, je vais causer un eczéma stibié. Pourquoi stibié? C'est lié à l'antimoine, c'est tout. Je peux avoir une toxicité myocardique qui va se manifester par des modifications électrocardiographiques. La toxicité myocardique fait suite à l'action aiguë parfois, mais ça peut être par accumulation d'effets. Puisque si j'ai une intoxication chronique prolongée donc dans la vie professionnelle, à chaque effet, puisque le mon toxique ne s'accumule pas, il y a accumulation d'effets. Donc, suite à l'action sur le cœur, je vais avoir une toxicité carrément sur le myocarde, avec modification de l'électrocardiogramme. Toute la lésion sur le poumon risque de me donner un cancer pulmonaire et je peux avoir un risque d'avortement chez les femmes. Donc l'action sur le poumon, elle pouvait être irritative sur les voies respiratoires supérieures et même profondes. Mais la principale lésion sur le poumon, ça va être la pneumoconiose. La pneumoconiose, c'est la stibiose. Donc, je vais avoir accumulation dans le poumon, action par effet de l'antimoine sur le poumon. C'est la pneumoconiose. Donc, pour la pneumoconiose, tout comme pour la silicose, etc., vous avez des symptômes cliniques qui sont à type de toux et d'expectoration. Donc, quelqu'un qui va travailler dans une entreprise, dans une fonderie ou alors dans une entreprise de recyclage d'antimoine, il va avoir des signes cliniques pulmonaires, ça va être de la toux, de l'expectoration. Vous allez demander une radiographie. Donc, vous allez trouver des images micronodulaires ou réticulonodulaires qui vont être disséminées dans les deux champs pulmonaires. Par la suite, vous demanderez une EFR. Donc, la spirométrie
va nous donner des valeurs de VEMS et de CV qui vont être diminuées, mais c'est principalement un syndrome restrictif qu'on va retrouver. Parfois, on va retrouver un syndrome obstructif ou un syndrome mixte. Mais essentiellement, le tableau clinique, c'est celui d'une toux, d'une expectoration, avec des images micronodulaires ou réticulonodulaires disséminées dans les deux champs pulmonaires et un syndrome restrictif à l'EFR. L'antimoine est aussi classé comme étant agent cancérogène. Donc, il est agent cancérogène de groupe 2 du CIRC. Le CIRC, c'est la classification internationale de la recherche sur le cancer. Il est classé groupe 2B, c'est-à-dire que l'antimoine est un agent ou un mélange de produits qui sont cancérogènes possibles pour l'homme. Ils sont cancérogènes possibles pour l'homme. Le trisulfure, par contre, il est classé groupe 3. Le groupe 3 veut dire agent ou mélange qui ne peut être encore classé. Donc, il n'est pas encore classé, mais il risque d'être classé parce que dans cette classification du CIRC, vous avez du groupe 1 jusqu'au groupe 4, mais on peut être classé groupe 4 et au fur et à mesure de l'avancée de la recherche, il peut devenir groupe 1. Donc, il est classé actuellement groupe 3, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être encore classé, mais il se pourrait qu'avec l'avancée scientifique, il devienne groupe 2 ou groupe 1 carrément. Est-ce que ça va? Pour tout le monde? Oui, Ça va, c'est clair? ça va. Oui. C'est une action irritante, d'accord? Irritante sur le plan de l'intoxication aiguë ou chronique. Donc, on va le traiter comme si on traitait une intoxication par l'arsenic. C'est l'acide 2,3-dimercaptosuccinique, d'accord? À raison de 30 mg par kilo per os, donc par voie orale. Par contre, sur le plan de la prévention, cette prévention va être basée surtout sur la prévention technique collective. En priorité, il faut substituer l'antimoine. Il faudra, à chaque fois que c'est possible, que si on peut utiliser un autre produit qui est moins toxique, on l'utilisera à la place de l'antimoine. Donc, substituer l'antimoine par une substance qui est moins nocive à chaque fois que c'est possible. Si je ne peux pas substituer l'antimoine, si mon procédé industriel nécessite absolument l'antimoine, je vais essayer de privilégier le travail en vase clos. C'est-à-dire que le travail va être fait dans un endroit clos, c'est-à-dire fermé, où il n'y a pas de contact entre les voies pulmonaires, entre le travailleur tout simplement et le procédé industriel. Je vais mettre de l'aspiration des vapeurs, donc je vais essayer d'aspirer à la source d'émission. J'ai un appareil à côté de moi. L'aspiration est carrément incluse dans l'appareil de production. Il faudrait que l'atelier soit bien ventilé, que ce soit une ventilation naturelle ou une ventilation assistée, c'est-à-dire complétée par certains moyens techniques. L'idéal aussi serait la mécanisation de la technique, c'est-à-dire que carrément c'est un procédé mécanique où l'être humain n'a rien à faire d'abord. Donc, protection de l'environnement, dans mes mesures collectives, c'est le respect des TLV par l'analyse régulière de l'air pour pouvoir maintenir les TLV dans les normes. Pour l'antimoine, la CGIH 2006 a préconisé une TLV TWA de 0,5 mg par mètre cube. Donc, je ne dois pas dépasser dans mon environnement de travail
0,5 mg par mètre cube. À défaut de substituer, à défaut d'instaurer un travail en vase clos, à défaut de faire une mécanisation de la technique. Sur le plan de la protection individuelle, le port des équipements de protection individuelle s'impose. Donc, les masques respiratoires filtrants, les gants, les vêtements de travail spécifiques. Il faut surtout former et informer le travailleur sur les risques professionnels. Vous le savez, vous l'avez fait dans le cours de la réglementation. Chaque travailleur a le droit d'être informé de ce qu'il utilise comme procédé ou comme substance en milieu de son travail. S'il accepte de travailler, il doit être formé par rapport aux risques professionnels encourus. Interdiction de fumer, de boire ou de manger sur les lieux de travail. Les vestiaires doivent être séparés, donc vestiaires de travail, tenue de travail, tenue de vie. Parfois, vous allez voir dans les entreprises, une fois que vous allez commencer, que les vestiaires sont à double compartiment. Donc, vous avez un côté où vous avez vos vêtements de ville et un côté où vous mettez les vêtements de travail. L'hygiène corporelle stricte, donc corporelle et vestimentaire, donc normalement se doucher après le travail. La réglementation stipule qu'il faut installer des douches dans toutes les entreprises où il y a un risque chimique. À chaque fois qu'on utilise un toxique dans une entreprise, on est dans l'obligation d'installer des douches et même des douches oculaires, c'est pour en cas d'intoxication. Les moyens de protection cutanée, puisque l'antimoine entraîne des dermites d'irritation, donc on doit mettre à disposition des solutions protectrices ou des crèmes protectrices des mains. Sur le plan de la prévention médicale, à l'embauche, je vais éviter d'exposer au risque toute personne qui présente une affection neurologique, cardiaque, pulmonaire ou celle qui a une altération de la fonction rénale et hépatique, normalement, bien sûr. Les femmes enceintes et les femmes qui allaitent. À la visite périodique, on doit faire un examen clinique complet. L'examen clinique complet doit être précédé par un interrogatoire minutieux à la recherche des signes d'intoxication. Puisque je sais que dans cette entreprise, on utilise de l'antimoine, je vais poser les questions par rapport aux signes cliniques d'intoxication. D'accord? Donc, selon la nature de l'intensité et l'exposition, je vais demander une radio pulmonaire, c'est pour rechercher la pneumoconiose, donc la stybiose. Je vais faire une EFR pour détecter les modifications de la spirométrie le plus précocement possible pour éviter l'arrivée à cette pneumoconiose. Un ECG, puisqu'il y a une atteinte myocardique dans l'intoxication chronique. Je vais doser l'antimoine dans le sérum. Donc, cette dose doit être de 0,05 microgrammes pour 100 millilitres. Dans le sang total, elle doit être de 0,2 microgrammes pour 100 millilitres. Dans les urines, elle doit être inférieure à 1 microgramme par gramme de créa. Donc, surveiller sur le plan médical toutes les personnes qui sont exposées à l'antimoine par un interrogatoire minutieux, un examen clinique orienté vers les signes de toxicité, donc rénale, hépatique et cardiaque, une radiographie pulmonaire parce qu'il y a une notion de pneumoconiose qui risque de s'installer, une EFR et un électrocardiogramme et doser l'antimoine dans le sérum, dans le sang et dans les urines. Alors, les maladies causées par l'antimoine et ses dérivés, c'est une maladie professionnelle. Elle est réparée au titre du tableau numéro 72. Donc, qu'est-ce qu'on répare dans ce tableau? On répare les signes de la stybiose, donc qui est une pneumopathie
caractérisés par des signes radiologiques spécifiques, accompagnés ou non de troubles, tels que toux, expectoration et dyspnée. Donc, pour la pneumoconiose, pour la réparation, on ne va pas se baser sur la clinique, on se basera sur l'image radiographique. Donc, sur la radiographie spécifique, image nodulaire ou micronodulaire. La lésion eczématiforme récidivant après nouvelle exposition. Rappelez-vous que pour l'intoxication aiguë, c'était une dermite irritative, mais dans le cadre de l'intoxication chronique par accumulation d'effets, j'avais l'eczéma stibié. Donc, la lésion qui était une dermite irritative se transformera en lésion eczématiforme. Et donc, cette lésion eczématiforme, si elle récidive, si elle cède au retrait du patient et elle récidive à chaque fois que je vais remettre mon patient à une exposition par l'antimoine, ça va être une lésion qui est réparée au titre du tableau numéro 72. Donc, la stibiose a un délai de prise en charge de 5 ans. Par contre, les lésions eczématiformes ont un délai de prise en charge de 1 mois. D'accord? Les différents travaux exposants, donc ce sont pratiquement ceux qu'on a vus au début. Donc, ce sont les travaux, c'est une liste indicative, hein, d'accord? Elle n'est pas limitative, donc vous pouvez mettre d'autres professions. L'essentiel, c'est d'apporter la preuve qu'il y a de l'antimoine dans le procédé de fabrication. Donc, ce sont tous les travaux exposant à l'inhalation de poussière, de fumée ou de vapeur d'antimoine, notamment lors des travaux de forage, d'abattage, d'extraction de minerais, renfermant de l'antimoine, le concassage, le broyage, le tamisage, la manipulation de minerais renfermant de l'antimoine, le brassage et l'ensachage d'oxyde d'antimoine. Et bien sûr, toutes les professions dans lesquelles la preuve d'existence d'antimoine dans le procédé de fabrication est là. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non. Ça va? Ça va. C'est un toxique, on va dire gentil dans la forme clinique, puisqu'il n'y a pas de grosses perturbations. Elles sont claires. C'est lié à de l'irritation, qu'elle soit dans le cadre aigu ou dans le cadre chronique. Donc, ce sont des lésions dictées par l'irritation. Voilà. Et donc, toute manifestation irritative dans n'importe quel organe peut être liée à cette exposition par l'antimoine. Voilà. Ça va tout le monde? Ça va, merci. Oui. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Non? Non. OK. Donc, Inch'Allah, avant votre examen, on fera comme ça une séance de cas cliniques et on va se rappeler un peu ces deux expositions qu'on a faites ensemble, donc le manganèse et l'antimoine. D'accord? Inch'Allah. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Je Merci. suis